Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end est agréable pour vous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une malédiction. Une malédiction qui aurait traqué et coûté la vie à pas mal d'habitants d'un certain manoir. Nous allons donc pour aujourd'hui ouvrir le livre des malédictions pour écrire un nouveau chapitre concernant le Milner Field Manor, donc le manoir Milner Fields. Mais vous le savez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous installer bien confortablement, que ce soit sur votre lit, un pouf, votre canapé, ou bien peut-être même sur une chaise si vous voulez, si vous êtes de ceux qui aiment juste écouter mes vidéos plutôt que les regarder. Et peut-être que vous souhaiteriez en plus vous accompagner d'une petite boisson. Et peut-être même de quelques petites choses à grignoter. On ne sait jamais si l'envie vous en dit. En tout cas, si vous êtes prêts, bien installés, prêts à écouter l'histoire de cette malédiction, je vais me faire un plaisir de vous raconter son histoire. D'abord, pour vous introduire donc le manoir Milner Fields, je peux vous dire que c'est un manoir du style plutôt gothique. Et on dit qu'il est maudit, comme je vous le disais juste avant de commencer, puisque malheureusement, ceux qui ont vécu dans cette maison ou dans ce manoir, eh bien, vont y laisser la vie. À tel point, vous allez voir que le passé que ce manoir va traîner derrière lui va le rendre totalement invendable. Aujourd'hui, Milnersfield n'est plus que ruine. Et depuis qu'on l'a abandonné, même si les vestiges sont très peu visibles, même si on y travaille, comme on dit, vous comprendrez à la fin, ça ne cache pas l'histoire maudite qui se serait passée entre ces murs. Ce manoir, sachez-le, est construit à Saltaire. Alors, Saltaire, c'est une petite ville, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire la concernant, puisqu'elle fonctionne surtout grâce à l'usine de la famille qui va construire le fameux manoir. Mais vous allez vite comprendre. Puisque Saltaire, c'est une ville industrielle qui est assez calquée sur les modèles de l'époque victorienne. Elle se situe près de Bradford, et pour élargir un peu plus, c'est dans le West Yorkshire, en Angleterre. Pourquoi on appelle cette petite ville Saltaire ? Tout simplement comme je vous le disais, puisque une famille, et plus précisément un monsieur du nom de Sir Titus Salt, va y construire l'une des usines qui va le plus marcher à une période bien sûr de son histoire, puisqu'il va construire à Saltaire une usine de textile. Il va l'appeler tout simplement la Salt Mill. Petit bonus, c'est de savoir aussi que ce village se trouve sur la rivière Hare. En ce qui concerne l'architecture, que ce soit des locaux comme des maisons, ce sont les architectes Lockwood et Mawson qui vont s'occuper de toute l'architecture de Saltaire, qui est en soi une architecture basée sur l'architecture italienne. On va désigner Saltaire Village comme site de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. Donc c'est que même si c'est un petit village, c'est pas rien de se faire élire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut dire ce qui est. Actuellement, vous pouvez toujours aller sur les ruines de Milner Field. Elles sont nichées dans un bois, accessible uniquement si vous utilisez un petit chemin de campagne. Et vous risquez d'ailleurs de croiser pas mal de marcheurs ou de cyclistes qui aiment bien utiliser ce chemin pour se changer les idées. Car les ruines ont quelque part disparu sous la végétation depuis les années 50. Tout simplement puisque, comme je vous le disais, et que vous allez le comprendre lorsque je vais vous raconter l'histoire de ce fameux manoir, eh bien la réputation de celui-ci va devenir tellement inquiétante qu'on va préférer le démolir, ou du moins le laisser se démolir au fil du temps. Et plus personne ne voudra vivre dans ce manoir. On a même dit à une époque qu'on aurait utilisé la dynamite pour essayer de faire exploser cette maison, mais ce n'est que l'histoire. On ne sait pas vraiment si c'est réel, il n'y a aucune information écrite, du moins je n'ai trouvé aucune information qui prouverait ces dires. Mais avant de parler de sa démolition et de ses ruines, on va quand même évoquer
pourquoi on en est arrivé là avec le manoir. Lorsque Titus Salt va faire son usine de textile, il va décider en même temps d'acheter un petit domaine qui s'appelle Milner Field, et cela en 1869. C'est lui et sa femme, Catherine, qui vont l'acheter ensemble. À l'époque, sur ce terrain, il y avait un ancien manoir et des bâtiments de ferme. Et ça plaisait pas trop à ce moment-là à Titus, donc il va faire démolir tout ce qu'il y avait avant et il va y faire construire à la place une nouvelle maison, donc qu'il nommera Milner Field. En tout, le manoir va mettre à peu près 2 ans à être construit, à peu près entre 1871 et 1873. L'idée originale du bâtiment, c'est Titus Salt Jr. qui l'a eu, c'est-à-dire le fils même de l'industriel en textile. Titus Salt, en plus d'être riche industriel, est aussi un philanthrope victorien. Vers la fin de sa vie, Titus père va finir par donner à son fils un terrain agricole pour qu'il puisse y construire une maison. Alors, comme ça, la position de Milner Field à l'époque peut faire quelque part un petit peu rêver certains, puisque le manoir se situe dans un magnifique cadre boisé au niveau de Chipleg Lane. Il est à proximité de l'empire de la laine de la famille, donc s'il se passe quelque chose, il n'est jamais trop loin. Le domaine a aussi une forte opulence, et que ce soit aussi bien extérieur ou intérieur que le montre la richesse du domaine. À l'époque, en effet, celui-ci était constitué d'une orangerie, d'une cour, une véranda, un lac de plaisance, des jardins qui étaient parfaits, et cela sur un vaste terrain. On dit même qu'il était bien en avance sur son temps lorsqu'il a fait construire ce manoir, Titus, puisque celui-ci contient tout le confort moderne. Il y a son propre système d'approvisionnement en eau, en électricité, il y a aussi les égouts, des chambres froides qui sont refroidies grâce à l'eau, et même une ligne téléphonique directe vers le moulin de son usine de textile de Salter. Milner Field, quelque part, va devenir pour Titus Salt le témoignage réel de sa richesse et de sa puissance. Cela va même attirer des visiteurs royaux au fil des années, puisque on pourra y voir notamment le prince et la princesse de Galles, donc qui sont les futurs rois Édouard VII et la reine Alexandra, puisqu'ils ouvriront, ce qui explique leur passage, la Bradford Technical College en juin 1882. Il y aura aussi la princesse Béatrice et le prince Henri de Battenberg qui vont aller faire un petit coucou à Titus Salt, puisque eux seront là pour l'ouverture de l'exposition du Jubilé royal en mai 1887. Au départ, on peut pas dire quelque part, il vivait la vie parfaite. Il avait une usine qui fonctionnait bien, une belle maison. C'était un jeune homme d'affaires qui avait l'argent aussi, la puissance. Il était à peu près tranquille en fait. Quand Titus fils va reprendre les rênes, il va se retrouver héritier de ce vaste empire textile. Et malheureusement, à un moment, Titus père va décéder en 1876. Donc maintenant, il n'est plus seulement simple héritier, il devient le patron maintenant officiel de l'usine de textile qui continue toujours de bien fonctionner. Et vu les revenus qu'avait son père, eh bien, Titus Junior a assez d'argent pour pouvoir imaginer pouvoir avoir le monde à ses pieds. Cependant, c'est quand même un homme que l'on dit assez réservé, timide. Et quelque part, on a poussé ce jeune homme à se retrouver à l'avant-garde de la société d'élite du West Yorkshire. Il a quand même réussi à y faire son nid, comme on dit, et à vivre parfaitement sa nouvelle vie donc de patron et de nouveau riche officiellement, et plus simplement fils de personnes riches, jusqu'à la date fatidique du 19 novembre 1887. Malheureusement, ce jour-là, Titus fils va mourir subitement d'une crise cardiaque dans la salle de billard de l'hôtel particulier. Et cela 19 jours seulement après la clôture de l'exposition du Jubilé royal. Il avait seulement 44 ans. C'est à ce moment-là que l'entreprise de son père
va commencer à avoir de sérieuses difficultés. Après sa mort, Catherine, sa femme, et George, l'un de ses fils, vont continuer à vivre dans la maison jusqu'en 1903. Mais pendant ce temps-là, il y a une grande crise commerciale qui a eu lieu. Et Catherine va être obligée de vendre la fameuse entreprise à un syndicat de 4 hommes d'affaires de Bradford, dont James Roberts, qui, à son tour, va emménager, pour hériter donc de l'usine, à Milnerfield en 1903. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rumeurs de malédiction, ce sont juste 2 choses qui arrivent. Le père qui meurt, on pourrait dire de vieillesse pour l'époque, et le fils, une crise cardiaque comme ça, cela peut arriver à n'importe quel âge. Donc rien de bien spécial et de bien terrifiant lorsque James Robert va se retrouver à habiter Milnerfield. Sachez quand même que la mort ne va pas s'arrêter à la famille Salt, car c'est juste le début de la malédiction qui a commencé. Et elle continuera et concernera aussi Sir James. En ce qui concerne sa vie personnelle de Sir James Roberts, elle était assaillie par la mort, la calamité et aussi le scandale national lorsqu'il a emménagé dans le manoir. À l'époque où il arrive à Milnerfield, son fils aîné était mort d'une pneumonie en 1898. Il avait seulement 24 ans. Un an après son emménagement en 1903, donc en 1904, c'est son plus jeune fils de 11 ans qui va être retrouvé noyé pendant des vacances en famille en Irlande. Son deuxième fils, quant à lui, va mourir d'une maladie nerveuse en 1912 à l'âge de 36 ans. Il lui reste un dernier fils. Peut-être qu'il passera entre les mailles du filet ? Eh bien non, si l'on peut dire. Puisque Harry va participer en tant que soldat à la Première Guerre mondiale et en reviendra grièvement blessé. Il sera impossible pour lui, dans l'état où il est, de reprendre l'entreprise familiale de Salt Mill, comme son père l'avait à la base espéré. De plus, vu que c'est pas terminé, l'infirmière dont Harry Roberts était tombé amoureux pendant qu'il était soigné de ses blessures de retour de la Première Guerre mondiale, elle aussi est également décédée. Et le pire quelque part, si l'on peut dire, puisque un mort reste un mort et c'est toujours délicat, c'est que cette infirmière était enceinte de Harry au moment de sa mort. Elle est morte tout simplement lors de l'épidémie de grippe qui a suivi la guerre. Au final, Harry, pas dans un bon état, va finir par épouser la sœur même de celle qui normalement attendait un enfant de lui et qui est décédée. Et elle était aussi infirmière. Donc quelque part, la malédiction ne l'a pas tué, mais a quand même bien entamé une partie de sa vie quelque part. Maintenant, Sir James, quelque part, n'avait plus qu'un fils et il ne pouvait plus vraiment compter sur lui pour pouvoir continuer à s'occuper de l'entreprise. Et son seul espoir, si cela avait été possible à l'époque, ce que je pense pas vraiment, c'était sa fille. Mais malheureusement, à cette époque-là, sa fille Alice avait décidé de s'enfuir en Écosse avec un étudiant en médecine qui s'appelait Norman Rutherford. Et cela 1 an avant qu'il n'achète la maison. Donc on ne peut pas vraiment lier ça à la malédiction de Milnerfield. Alice s'était d'ailleurs enfuie en grande partie contre la volonté de son père. Lui, il aurait voulu qu'elle épouse un autre prétendant, plus riche, plus soigné. Il avait même en tête un comte polonais. Ensuite, la famille va connaître un scandale national. Il vient de la part de la fille de Sir James, Alice. Celle-ci, entre-temps, bien sûr, s'est mariée avec son étudiant en médecine, Norman Rutherford. Mais elle avait une histoire avec quelqu'un d'autre. Elle avait tout bonnement un amant. Cela est revenu aux oreilles de Norman, vous allez comprendre après comment. Et le scandale va éclater lorsque donc, le mari d'Alice va assassiner l'amant de la jeune femme. Tout s'est déroulé en fait en 1919. Alice, à ce moment-là, va informer Norman, avec lequel elle a eu 6 enfants, qu'elle voulait tout simplement divorcer. Elle voulait épouser son amant,
qui était à l'époque son ami et collègue, le major Miles Seton. Norman, à cette époque-là, revenait récemment de la guerre, parce que je vous rappelle, ça s'est fini en 1918, on est en 1919. Donc il avait été soigné, parce qu'il avait été blessé dans les tranchées. Et avec tout ce qu'il a vu, il souffrait en plus d'avoir reçu un obus. Et il y avait sans doute aussi un petit peu de choc post-traumatique dû vraiment aux horreurs vues dans les tranchées. Or, quand Norman a appris que sa femme voulait divorcer pour partir avec un autre, il a décidé de traquer son rival. Et une fois qu'il l'a trouvé, il a tiré 1 ou 3 balles dans la poitrine de Miles Seton. Et pour ce crime, moi je trouve que ce n'est pas cher payé, il va passer 10 ans à Broadmoor. Après tout cela, n'ayant pas d'héritier pour continuer à s'occuper de l'entreprise, la famille Roberts va se retrouver dans l'obligation de vendre le domaine. Mais la malédiction ne prendra pas fin. En 1923, c'est Ernest Gates qui se retrouve en possession de Milnerfield. Sa femme, à ce moment-là, est décédée seulement 2 semaines après le déménagement dans la maison. Et lui mourra après s'être blessé au pied dans un accident. Et malheureusement, il va développer une septicémie. D'après ce que l'on sait, la cause exacte de la blessure d'Ernest Gates est inconnue. Du coup, il y a pas mal de rumeurs qui ont commencé à tourner autour de cela, allant de l'égratignure malchanceuse par un rosier à un coup accidentel avec un club de golf. Je vous rappelle que ça peut paraître idiot comme petit accident, mais je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire d'un certain Lully qui est mort aussi de façon aussi bête, puisqu'il avait c'était un musicien, donc un compositeur, qui avait un bâton pour taper le rythme. Et un jour, malheureusement, son bâton, bien, il l'a tapé, mais il se l'est rentré dans le pied. Cela a été mal soigné et il en est mort. Donc, comme quoi, à l'époque, ce n'était pas si risible que ça de mourir de petites choses de cet ordre-là. Même si Lully, c'était bien avant, à l'époque du 19e siècle, avec notre histoire là qui nous intéresse à Milnerfield. J'en suis bien consciente, mais je veux dire, cela existe. Maintenant qu'il n'y a plus de propriétaire, vu que les deux sont décédés, la maison a été remise en vente. Et c'est Arthur Remington Hollins qui va l'acheter en 1925. Et comme Ernest Gates avant lui, une fois qu'on a acheté Milnerfield, on se retrouve directeur général de l'entreprise Sat Mill. Malheureusement, que ce soit leur entreprise comme d'autres, vu la crise commerciale qui est arrivée, ils n'ont pas réussi à survivre à toutes ces successions. En plus, malheureusement, Arthur va voir sa femme Anne mourir d'une pneumonie à l'âge de 43 ans, c'est-à-dire moins d'1 an après avoir emménagé à Milnerfield. Et à peine 3 ans plus tard, lui-même décédera après une irritation de la vésicule biliaire et du diaphragme. Là, autant vous dire que ça commençait un peu à faire beaucoup de morts pour une seule maison. Donc sans surprise, la réputation macabre du manoir Milnerfield va commencer à faire peu à petit peu son chemin. On va commencer à dire que cette maison est maudite, même hantée. On va faire plusieurs efforts vraiment pour vendre cette maison. Mais Arthur Remington Hollins en sera officiellement le dernier résident. Car personne, une fois qu'il aura été mis au courant du passé de ce manoir, n'osera l'acheter. Pendant à peu près 2 décennies, Milnerfield va rester vide. On va utiliser une partie de sa maçonnerie pour réparer Salt Mill, donc l'usine. Et la Home Guard va utiliser les bâtiments du Milnerfield pour s'entraîner au tir à la grenade pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous doutez qu'au fil des années, bien, la maison, comme elle est abandonnée, elle va commencer à être dépouillée des objets de valeur qui étaient restés dans celle-ci. Mais on va même aller jusqu'à prendre les fenêtres, même le toit.
Puis au fur et à mesure, la nature va reprendre ses droits. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, les terrains vont être, comme je vous le disais, utilisés comme entraînement de tir à la grenade. Donc rien pour vraiment aider le maintien de cette demeure. Comme je vous le disais en introduction, à l'heure actuelle, si vous voulez aller voir Milner Field, vous tomberez sur des ruines, et encore assez bien cachées puisqu'elle est cachée parmi la végétation. Et si vous regardez d'un peu plus près, vous pourrez même encore distinguer les caves de l'ancien manoir. On peut aussi apercevoir au niveau d'où se trouvait la véranda, l'ancien motif de mosaïque qu'il y avait sur le sol. Mais majoritairement parlant, vous marcherez parmi les tas de maçonnerie ou de gravats qui sont là depuis environ 70 ans. À l'époque, il y avait une route carrossable qui existait entre les pavillons qui se situaient au sud, qui étaient à l'origine de l'est, et du nord, qui eux se situaient à l'ouest. N'essayez pas de comprendre, c'était fait comme ça. Eh bien, cette route carrossable est devenue un terrain dégagé, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est entretenu et généralement, c'est un endroit où les gens aiment aller se promener dans la campagne. C'est surtout les familles locales qui connaissent ce petit chemin, donc ils aiment bien y faire de la marche, du vélo, se poser tranquillement. D'ailleurs, vous pouvez même à l'occasion tomber sur les loges. À l'origine, c'était pas des loges, c'était des guérites qui occupaient le domaine avant que celui-ci soit détruit pour en faire le Milner Field. Celles-ci sont redevenues habitées et au début de ce cher nouveau millénaire, les personnes qui marchaient sur cette ancienne route où passaient les carrosses à l'époque n'avaient seulement à l'époque qu'une toute petite idée de la grandeur du site qui se cachait derrière tout ça. Avant, il y avait une arche gothique, mais elle est tombée dans les années 70. Puis les enfants ont commencé à utiliser le site pour faire du vélo de montagne, boire de l'alcool. Malheureusement aussi pour des actes de vandalisme. Quelque part, je ne sais pas s'ils étaient conscients ou inconscients de l'histoire et du patrimoine qu'ils avaient sous leurs pieds, mais je ne pense pas que, même s'ils étaient au courant, l'histoire en elle-même leur ait fait changer vraiment d'avis sur ce qu'ils étaient en train de faire. Peut-être l'histoire d'une malédiction à la rigueur, le reste, je ne sais pas. Tout ce qu'il reste à l'heure actuelle pour témoigner de l'existence de ce vaste domaine, de cette grande maison, ce ne sont plus que des tas de briques et peut-être quelques fantômes par-ci par-là qui apparemment erreraient sur le site. Cette légende de malédiction à Milner Field va commencer à circuler parmi la population locale, comme je vous le disais, quand les morts vont commencer à un peu trop s'accumuler pour que ce soit normal, nous allons dire. Et ils pensent, en tout cas, surtout comme je vous le disais, la population locale, que possiblement il y aurait les fantômes des anciens résidents qui continueraient à se balader dans les ruines du manoir. Et ils sont tous d'accord sur le fait que c'était une malédiction qui avait tué toutes ces personnes. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus par rapport aux histoires de fantômes. Je n'ai pas trouvé grand-chose, malheureusement. Tout ce que je sais, c'est qu'on a des phrases générales qui nous disent que il y aurait pas mal d'habitants ou des anciens habitants qui raconteraient avoir vu des fantômes. Alors certains disent qu'ils ont vu Sal Junior lui-même, d'autres qu'ils auraient vu Anne Hollins, donc la femme du dernier propriétaire, ou bien encore Eva Gates, donc la femme de Ernest Gates, l'avant-dernier propriétaire. Mais je n'ai pas trouvé de témoignages là-dessus. D'autres personnes vont affirmer qu'ils ont vu des apparitions fantomatiques dans les bois qui entourent le manoir, et d'autres vont signaler des bruits étranges et des lumières scintillantes dans l'obscurité. Il y aurait un fantôme apparemment très intéressant et qui serait le, entre guillemets, personnage le plus connu qui habiterait ou entrait le domaine du Milner Field, du manoir Milner Field. Ça serait le Green Man, donc l'homme vert de Milner Field. On prétend que celui-ci est apparu pour la première fois à un écolier, donc qui habitait pas loin, dans les années 50. Il serait tout de vert vêtu et on dit qu'il parcourt les ruines en jouant de la flûte.
Mais ça, bizarrement, c'est pareil. J'ai essayé d'en savoir un peu plus sur ce fameux Green Man. Mais là encore, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose non plus. Ce que j'ai pu trouver par contre, pour étayer un peu plus, ce sont 2 témoignages de personnes faisant de l'urbex ou visitant tout simplement le site qui auraient vécu des choses assez bizarres. La première, c'est un premier, puisque c'est Richard Knaggs, qui raconte, lors de sa visite sur le terrain du Milnerfield, me tenir à l'endroit exact où Titus Salt Jr. est mort m'a fait froid dans les os, et me rendre compte de la réalité de l'endroit où j'étais m'a soudainement frappé. Parce qu'à ce moment-là, Richard se trouvait exactement où se trouvait la salle de billard de l'époque. Mais à ce moment-là, lui, sachant que le manoir était en ruine, il se retrouvait au final plus seul dans une forêt sombre et dense, dans les ruines d'une maison où quasiment tous les habitants avaient eu une fin assez désagréable. Il continuera en disant « J'ai essayé de calmer mes nerfs, mais j'avais cette terrible impression d'être observé. Je ne pouvais rien voir, mais il y avait des bruits dans les bois tout autour de moi. J'avais besoin de sortir de là. Mais comment revenir sur le sentier ? Je me suis rapidement déplacé dans ce que je croyais être la bonne direction, jusqu'à ce que ma torche éclaire quelque chose qui a fait battre mon cœur. J'avais déjà entendu des histoires sur les caves de Milnerfield. Lors de la démolition de la maison, ils auraient utilisé de la dynamite, mais de qualité médiocre, et ça n'avait pas fait grand-chose en fait sur le bâtiment. Ça avait laissé les caves en grande partie intactes. Les plans de la maison montraient d'ailleurs que les caves se trouvaient sur toute la longueur du bâtiment. Et d'après ce que je pouvais voir, ces vastes salles souterraines étaient toujours là. J'ai trébuché, mais je sentais toujours comme si on m'observait, et je ne pouvais pas savoir si l'on m'observait depuis les bois ou si c'était plutôt quelqu'un qui était en train de me suivre. Quel que soit l'être maléfique qui est présent à Milnerfield, et probablement qu'il était là même avant que Titus Salt Jr. n'ait construit sa maison, précise-t-il entre parenthèses, il se cacherait dans ces caves, j'en étais sûr. J'ai paniqué, je me suis enfui, mais pendant que je courais, j'ai senti une main froide saisir ma cheville. Je suis tombée au sol et ma torche vacillante a choisi de tomber pile sur une autre entrée des caves. Un autre témoignage que j'ai pu trouver a été écrit donc par Helena Fairfax. Et voici l'étrange événement. Un jour, dans mon groupe d'écrivains, l'une de mes collègues écrivaine a dit qu'elle était sortie faire du jogging autour de Milnerfield ce matin-là. C'est alors qu'elle aurait rencontré une femme en robe victorienne, qui courait droit sur elle. Maintenant, vous vous doutez que les gens vêtus de vêtements victoriens, ce n'est pas vraiment inhabituel autour de Milnerfield, puisqu'il y a souvent des guides qui se déguisent pour emmener les touristes autour de l'ancien moulin et le faire visiter. Donc mon ami sur le coup n'a pas pensé à quelque chose d'extraordinaire et seulement à une femme déguisée. Ce n'est que quand elle a essayé de l'éviter que cette femme aux allures victoriennes s'est alors tournée vers elle, l'a finalement frôlée et mon ami a continué à courir. Ce n'est que lorsque celle-ci s'est retournée pour dire quelque chose à la dame qu'elle s'est rendue compte que celle-ci n'était plus là. Elle avait totalement disparu. Il n'y avait absolument personne d'autre qu'elle à cet endroit-là. En effet, on peut dire que c'est assez étrange. Autant le premier, on pourrait supposer qu'il a cru qu'une main froide l'ait saisi par la cheville puisqu'il était en panique à ce moment-là. Ça reste une explication possible, même si je ne rejette pas le fait que peut-être vraiment une main froide l'a saisi, bien sûr. Mais c'est vrai que le témoignage de cette seconde personne, donc l'ami en question qui fait son jogging, qui voit une femme habillée en costume victorien et puis qui disparaît tout d'un coup, ça semble quand même bizarre. Si malgré tout, avec tout ce que je vous ai raconté sur le manoir, vous avez une petite envie d'aller à Salter Village pour y faire un tour et peut-être un peu visiter les ruines de celui-ci, eh bien déjà sachez que c'est un peu compliqué de se rendre au niveau des ruines
puisque celle-ci se trouve à côté de ce qu'on appelait une allée cavalière ou au niveau de carrosse, au niveau de Higher Coach Road. Et ça la relie directement à Beldon et à Gilstead. Techniquement, le chemin n'en est pas vraiment un. C'est plus un petit passage de campagne, quoi, comme vous pouvez imaginer dans des marais ou autres. Cependant, il est quand même pas mal utilisé par le public, donc assez praticable. Mais n'imaginez pas y aller en voiture, non, c'est pied ou à vélo, il n'y aura pas vraiment d'autres solutions. Mais si vous voulez un peu plus d'informations avant d'y aller, sachez que le site web du conseil local vous propose un livret utile avec une carte et des indications pour vous rendre sur le site dans le cadre d'une promenade un peu plus longue. Donc vous ne serez pas totalement perdu, ils ont tout prévu au niveau de Salter Village. Ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, après toutes ces années où le manoir a été ignoré, où il est tombé en ruine, envahi par la végétation, eh bien, l'intérêt pour le site a été renouvelé. Déjà, puisque maintenant, il est nommé patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, ça fait un peu bouger Salter pour essayer de faire quelque chose pour ces ruines. Mais aussi, puisque il y a aussi un livre aussi qui va être pas mal recherché depuis la connaissance de cette histoire, justement au fait que ça a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui s'appelle The Lost Country House of Titus Salt Jr., écrit par Richard Lee Van Dendale et R. David Beale. Tout cela va amener qu'en 2022, un groupe d'habitants va décider dans son grand enthousiasme de commencer à enlever la végétation qui couvre les ruines et d'essayer de découvrir, bien sûr, en toute sécurité, des parties du périmètre du bâtiment qui jusqu'alors étaient invisibles puisqu'on ne voyait que de l'herbe. Donc depuis, le sol de la véranda a été balayé et on peut revoir les caractéristiques originales du bâtiment. Le but, donc l'objectif du groupe, c'est d'exposer en toute sécurité toujours le plus possible les vestiges qui restent du manoir afin de pouvoir donner aux gens une idée de la forme et de l'échelle de la maison, de sa taille imposante, du jardin d'hiver, des terrasses, des cuisines, des logements des domestiques. Enfin, essayer de tout faire pour conserver l'histoire et ce qu'il reste du bâtiment, même si ce sont des ruines, pour le plaisir des autres. Et depuis, il y a même un groupe d'historiens locaux qui s'est mis en contact avec les habitants pour les aider dans leur travail de volontaire. Donc après toute cette malédiction, peut-être qu'il arrive un petit peu de bien. En tout cas, si c'est le fait de vivre à Minefield qui provoquait cette malédiction, le fait de dégager les ruines, normalement ne devrait pas poser de problème puisque ce ne serait que des visites. Vous avez bien vu que même les personnages royaux entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu que des grandes personnes bien sûr qui ont visité le manoir ou qui ont été dans le manoir, il ne leur est rien arrivé de grave juste après être passé au manoir. Donc si une fois que c'est bien dégagé, etc., eh bien vous voulez aller voir à quoi ça ressemble et le travail de ces volontaires, théoriquement vous risquez rien. C'est plutôt s'ils décident de le reconstruire que là je commencerai à me dire, vous cherchez un petit peu à tirer le diable par la queue, vous avez vu tous les morts qu'il y a dedans, il y a un petit souci. Mais non, là c'est pas le cas, on veut juste... ça a été une grande partie de l'histoire, l'entreprise Salt Mill a été une grande partie à la création de la ville de Salter Village, donc c'était important pour eux, même si c'est plusieurs dizaines d'années plus tard qu'ils s'en rendent compte, d'essayer avec leurs moyens de remettre un petit peu en valeur ce terrain envahi par la végétation. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pu découvrir en cherchant des informations sur le Minefield Manor qu'il y avait eu un roman écrit en 2022 par Frances Brody qui s'appelle A Mansion for Murder et qui est au passage le 13e de sa série Kate Shackleton, qui justement se déroule dans et autour de Minefield dans les années 1930. Donc pareil, si jamais vous avez envie de lire, en plus c'est assez récent, peut-être que vous connaissez même déjà sans que je vous ai donné l'information, la série de Kate Shackleton,
Vu que c'est le 13e, c'est que ça doit pas trop mal marcher. Mais on ne sait jamais, si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire, eh bien vous avez un petit roman comme ça, une petite idée. Mais bon, que dire pour conclure cette vidéo? Quelque part, on n'a pas vraiment de preuves concrètes sur la malédiction de Milnerfield. Ce ne sont que des suppositions au vu du nombre de morts qui malheureusement a pu être observé au fil des années dans la demeure. Et puis ce sont après aussi des histoires qui vont se raconter, être transmises de génération en génération. Donc est-ce que certaines histoires vont pas être un petit peu changées? Ça reste une possibilité. Puis au final tout ça, eh bien, ça va alimenter fatalement l'imagination de ceux qui vont entendre l'histoire. Donc on ne sait pas vraiment si cette malédiction est bel et bien réelle. Est-ce que l'on peut parler de malédiction ou simplement d'une légende? Ça, c'est une des questions qui se posent concernant ce bâtiment. Moi, j'aurais plus tendance à pencher sur, en effet, qu'il y a peut-être quelque chose de maudit en soi. Je ne sais pas si c'est le bâtiment lui-même ou un endroit précis. Ça peut être un endroit précis qui était maudit, je ne sais pas. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait tant de morts, comme je vous le disais au tout début. Bon, mort de vieillesse, mort d'une crise cardiaque, bon, ça peut arriver. Mais après que chaque propriétaire se retrouve avec des maladies, des choses comme ça qui tombent d'un seul coup, à part bien sûr si on pense à l'infirmière qui est morte de la grippe, de l'épidémie de grippe, là c'est pareil, ça reste dans le contexte historique. Mais il y a des morts qui sont un peu plus bizarres ou un peu trop rapides, nous allons dire. Mais bon, à vous de me dire ce que vous pensez de cela. Moi, je ne vous oblige à croire en rien, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a malédiction? Est-ce que c'est seulement une légende? Tout ce qui est sûr, en fait, sur ce manoir, quand il était encore, bien sûr, en bon état, c'est qu'il était un bon témoignage de la puissance de l'image humaine et de l'attrait durable, actuellement, maintenant qu'il est en ruine, en ce qui concerne le mystère et le surnaturel par rapport à sa possible malédiction. Voilà, comme vous l'aurez compris, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Vous savez que vous pouvez me dire dans les commentaires, comme je le disais. Eh bien, tout simplement, quel est votre avis sur cette histoire? Est-ce que vous pensez que la malédiction était liée au terrain, à la maison, ou est-ce qu'elle était liée peut-être à autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas de malédiction du tout, que ce ne sont que des coïncidences qui fait que tous ces gens sont malheureusement morts dans cette maison, que chaque propriétaire finalement n'a pas survécu à la maison? J'ai hâte de vous lire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous découvrez cette vidéo, il vous suffit tout simplement de faire un petit geste de quelques secondes pour pouvoir en profiter davantage et puis regarder d'anciennes vidéos également. C'est d'aller sur le petit bouton en dessous de la vidéo et de vous abonner. Pour vous, ça peut paraître rien, puisque que vous soyez abonné ou non abonné, vous avez quand même accès à ma vidéo. Mais n'oubliez pas, les youtubeurs, et là je parle pas seulement pour moi, je parle pour tous les petits youtubeurs justement. Le fait de vous abonner, c'est un geste important pour nous. Ça peut paraître égoïste dit comme ça, mais montrez-nous quelque part en vous abonnant que les recherches qu'on fait, les heures que l'on passe à travailler sur ces vidéos, même si elles ne sont pas parfaites, même si je ne deviendrai jamais une Squeezie ou autre super à l'aise à parler avec vous, etc., eh bien que ça vaut quelque chose et que ça vous intéresse et que vous en voulez plus et que eh bien vous serez là à chaque vidéo, malgré tout. Et puis, si je n'ai pas eu besoin de vous convaincre et que vous aimez vraiment ce genre de vidéos et que vous ne voulez louper aucune des vidéos qui sera postée, eh bien si vous vous êtes abonné, vous avez juste à aller sur la petite cloche qui est apparue, à cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne YouTube, s'il fait bien son boulot, parce que des moments il est un petit peu ronchon, vous enverra une petite notification. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, vous installer et profiter tranquillement de la nouvelle vidéo qui vient d'être publiée. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez m'aider si vous voulez en me faisant un don ou, comme je dis, en me payant un petit café en allant sur
Ko-fi. Le lien est dans la description. Et vous pouvez également m'aider en partageant aussi bien la chaîne que cette vidéo partout où il est possible de le faire, soit en parlant autour de vous, ou soit tout simplement en partageant le lien, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, sur les messengers, Reddit, les blogs, enfin partout où il est possible de le faire. Voilà mes amis, pour cette semaine, nous fermons ce livre après avoir écrit ce grand chapitre concernant la malédiction de Milner Field. Et puisque j'ai fermé le livre, je peux le ranger dans la bibliothèque en attendant une prochaine vidéo. Et puis, maintenant que celui-ci est rangé, il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer également les portes de celle-ci pour cette semaine. De vous souhaiter une bonne fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine. Bye!